Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, l'instabilité politique préoccupe davantage. Les pourparlers qui ont été à nouveau organisés à Addis Abeba en Éthiopie pour relancer le cessez-le-feu signé en décembre 2017 ne font pourtant pas l'unanimité. Le président Salva Kiir rejette l'article 28 des clauses de ces pourparlers. Le gouvernement ougandais ambitionne de devenir un pôle économique en Afrique de l'Est. Il investit pour cela dans des projets de grande envergure, projets contestés par Christina Malberg-Kavo, la directrice de la Banque mondiale en Ouganda quant à la qualité de leur exécution et leur rentabilité. Et puis, focus sur le nouveau Marvel. Black Panther est le premier super-héros noir à être décliné dans un film à sa gloire dans un Marvel. Un long métrage qui se présente pour certains comme révolutionnaire. L'avant-première a eu lieu au Kenya ce mardi 13 février. Mais tout d'abord, au Sénégal, le président Macky Sall accueillera ce mercredi 14 février son homologue libérien George Weah. Objectif de cette rencontre, impulser une nouvelle dynamique des relations bilatérales. Les deux chefs d'État échangeront sur une éventuelle coopération concernant les domaines de la pêche, la promotion des investissements ainsi que l'expérience sénégalaise dans la mise en œuvre des programmes de développement économique et social. Au Soudan du Sud, des pourparlers ont été ouverts à Addis Abeba en Éthiopie pour relancer le cessez-le-feu signé fin décembre 2017. À la table des négociations, l'opposition, la société civile et le pouvoir, gouvernement qui par ailleurs s'est opposé à l'article 28 des clauses concernant des mesures punitives à l'encontre des personnes qui freinent la mise en œuvre de cet accord de paix. On fait le point avec Adidjatou Badawi. Le gouvernement du président Salva Kiir rejette l'article 28 sur la déclaration de principe de la deuxième phase des pourparlers de paix qui se tiennent à Addis Abeba. Cet article stipule que des mesures punitives doivent être prises contre les personnes qui freinent la mise en œuvre de l'accord de paix relancé. Et la délégation du Soudan du Sud, conduite par le ministre des Affaires présidentielles, Martin Lomuro, qui estime être la cible des sanctions, refuse d'être considéré au même titre que les rebelles de Riek Machar. Et donc le Soudan du Sud se dirige progressivement, mais presque sûrement, vers une situation d'embargo généralisé et d'isolationnisme diplomatique et économique. Dans ce conflit politique qui oppose le gouvernement du Soudan du Sud aux rebelles, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale, en est le médiateur. Lors des négociations sur l'article 28 des pourparlers de paix, les rebelles dirigés par Riek Machar ont donné un avis favorable à cet accord. Selon certains observateurs, le profil bas que fait le groupe rebelle serait une ouverture favorable pour une sortie de crise. Vous avez donc pour le groupe rebelle une façon d'avoir dit, n'est-ce pas, d'avoir voix au chapitre. Et cette façon d'avoir voix au chapitre leur permet d'avoir un mot à dire et de peser sur le management du pays. Et donc, pour les belligérants, c'est un piédestal pour peut-être mieux s'emparer du pays, mais une façon essentiellement d'être considéré comme une partie à part, enfin, une façon à part entière du pays. Certaines sources diplomatiques auraient affirmé que le Soudan du Sud refuse l'article 28 des pourparlers de paix car il estime que les mesures punitives que renferme cet article seraient initiées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Norvège. Par ailleurs, les pourparlers se poursuivent, mais cette fois-ci dans d'autres domaines, notamment la composition de l'exécutif, le Parlement, les arrangements de sécurité et les réformes judiciaires. Le secteur des infrastructures ne rapporte pas assez, un constat établi par Christina Malberg-Kavo, la directrice de la Banque mondiale en Ouganda. Cependant, le gouvernement ougandais reste confiant pour un retour sur investissement s'agissant de nombreux projets d'infrastructures lancés à travers le pays. Corinne Kamse-Fehem. Dans son discours sur le budget national 2016-2017, le ministre ougandais des Finances, Matia Kasaija, avait annoncé que le gouvernement donnait la priorité au financement de projets d'infrastructures stratégiques dans les domaines des transports, de l'énergie et des technologies de l'information et de la communication. Cependant, au cours du 4e forum de partenariat national qui s'est tenu le 8 février 2018 à Kampala, Christina Malberg-Kavo, directrice de la Banque mondiale en Ouganda, a émis des réserves quant à la qualité de l'exécution et la rentabilité de ces projets d'infrastructure.
L'Ouganda ne récolte pas les bénéfices de son programme d'investissement public. Vous obtenez moins d'1 shilling pour chaque shilling que vous investissez. Vous devriez obtenir 4, 5 ou 6 fois votre investissement. L'Ouganda, qui ambitionne de devenir un pôle économique en Afrique de l'Est, investit dans des projets d'envergure. L'exploitation pétrolière du lac Albert, les unités de production d'électricité, les routes, le pipeline, mais aussi le prolongement du réseau ferroviaire. Des projets qui coûteront plus d'$1 milliard du budget de l'État en 2018 et augmenteront son niveau d'endettement. Pour la Banque mondiale, l'Ouganda devrait à la base effectuer de meilleures études de faisabilité pour gagner le pari d'un équilibre entre l'augmentation des investissements et la captation de dividendes sur les revenus, les exportations et la recette fiscale générée par ces mêmes projets. Normalement, la rentabilité d'un projet doit pouvoir assurer le service de la dette. Mais la plupart des projets généralement contribuent de façon marginale sur le PIB. C'est le cas avec l'Ouganda. Et sa dette qui est considérable, bien que dans les limites des critères de convergence, reste soutenable. Mais il faut savoir qu'une grande dette aujourd'hui est une force de pression fiscale pour demain. Et ça compromet les générations futures. Mais toutefois, il existe des solutions pour maîtriser le rythme de croissance de la dette. Il faut peut-être faire des émissions sur le marché financier en obligation de recettes qui, n'est-ce pas, essaye de matcher le remboursement avec la rentabilité du projet. Selon la Banque mondiale, la dette publique ougandaise devrait atteindre un pic de 44% du PIB entre 2020 et 2021 contre 35% entre 2015 et 2016. Le gouvernement ougandais se veut plus confiant. Avec un retour sur investissement attendu du secteur pétrolier, couplé à une meilleure intégration régionale facilitée par son pipeline, ce niveau d'endettement sera gérable et la croissance de Kampala pourrait atteindre les 6% à moyen terme. 500 milliards de francs CFA, c'est ce que rapporte chaque année le secteur de l'agriculture à l'économie de la République du Congo, un secteur qui se modernise. C'est dans ce cadre que la société Les Doigts Verts Congo propose d'accompagner les exploitants agricoles en les formant à de nouvelles techniques agricoles et d'élevage plus productives et à moindre coût. Deva Panzou. C'est pour répondre aux exigences d'une agriculture moderne que la société Les Doigts Verts Congo a bâti son expertise sur l'accompagnement des projets agricoles, la production et la commercialisation des aliments de bétail et des semences. Objectif, aider les acteurs de l'agroalimentaire à intensifier leur production grâce à des techniques plus productives visant à réduire des importations encore colossales. Aujourd'hui, dans notre assiette, qu'est-ce que nous mangeons? Ce que nous mangeons provient d'où? C'est cette réponse qui m'a permis de dire nous devons avoir dans l'assiette des Congolais plus de production agricole venant des terres, de nos terres. Autour de moi, j'ai regardé qu'il y avait des jeunes ingénieurs, agronomes, que ce soit dans la production animale, qu'on pouvait utiliser. Ces jeunes aujourd'hui travaillent avec nous. Notons que grâce à un laboratoire d'analyse des sols, les ingénieurs agronomes de la société parviennent à identifier les terres favorables à une culture spécifique, garantissant une meilleure productivité. En vue d'une vulgarisation de l'information agricole, un magazine AgriMag et une application AgriApps Baloni ont été conçus. Le Congo est un pays producteur de pétrole et qui avait beaucoup d'autres ressources qui nous permettaient de développer notre économie. Mais le secteur agricole était un secteur où il n'y avait pratiquement personne qui pratiquait de l'agriculture en vue d'intensifier dans le sens large de l'agriculture. L'agriculture ne contribue qu'à environ 4% du PIB et selon le dernier recensement de l'agriculture couvrant la période 2014-2017, 34% de la population cultive la terre au Congo. Par ailleurs, la société Les Doigts Verts Congo vise une production agricole de qualité en vue de sa transformation à long terme. Très attendu, Black Panther est le premier film de super-héros dont le casting est majoritairement composé d'acteurs noirs. Ce mélange d'aventure, de fantastique et de culture africaine compose un Marvel unique. L'avant-première a eu lieu au Kenya ce mardi 13 février. Black Panther est une aventure qui, pour beaucoup, marquera un changement culturel dans l'industrie cinématographique. Sharon Kamara.
Black Panther, c'est l'histoire de T'Challa, le nouveau roi d'une riche nation africaine futuriste et surtout fictive appelée Wakanda. Après le succès de la bande dessinée, le Marvel a été adapté au cinéma par Ryan Coogler, avec en tête d'affiche Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker et Daniel Kaluuya. Un casting majoritairement noir pour ce film paru dans les salles du monde entier il y a quelques jours. C'est exceptionnel de pouvoir jouer dans un film de super-héros. C'est tout nouveau. Ryan et tout le casting avaient tellement envie que tout soit parfait, que les choses parlent d'elles-mêmes. Ce film peut s'appliquer à l'Afrique en général parce qu'il y a des références à tous les pays. Le Wakanda n'est pas un vrai pays. Comme ça, on donne l'impression que ça se passe dans n'importe quel pays d'Afrique. Et n'importe quelle personne peut comprendre et se retrouver dans le film. Le public occidental peut aussi s'y retrouver et s'identifier aux personnages. Après des années de plaintes liées au manque de visibilité des minorités noires à Hollywood, Black Panther se présente comme un film révolutionnaire puisqu'il s'agit de l'un des rares longs métrages à gros budget soutenus par Disney et Marvel, avec un réalisateur et plusieurs acteurs noirs évoquant avec fierté la culture africaine. J'espère que cela créera chez les gens une nouvelle forme de respect et de curiosité à l'égard de l'Afrique, car ce continent regorge de diversité et même le casting de ce film est très diversifié. Autant que nous avons tous la peau foncée, nous venons de différents pays dans le monde, du Zimbabwe, du Kenya, de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Ghana, de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de partout. Tout le monde vient de quelque part. C'est tellement merveilleux d'avoir un film qui met vraiment en avant le panafricanisme. Alors que les spécialistes estiment que le film devrait rapporter 150 millions de dollars au box-office en Amérique du Nord pour son premier week-end de sortie, les membres du film, mais aussi les passionnés, eux espèrent qu'il s'agira d'une occasion qui encouragera les studios hollywoodiens à investir dans des productions africaines et à s'intéresser au continent de manière différente. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.